Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. En 1818, le futur roi de Savoie qui s'appelle Carlo Felice, écoute le musicien Paganini lors d'un concert à Turin. Alors qu'il est subjugué par sa virtuosité, il lui demande de rejouer un morceau que le musicien vient d'interpréter. Avec la fierté et l'audace qu'on lui connaît, qu'on lui prête, Paganini, maître dans l'art de l'improvisation, répond alors « Paganini ne répète pas ». On dit que cet incident lui a interdit par la suite de jouer son dernier concert prévu dans la ville italienne. Aujourd'hui, lorsqu'un Italien refuse de se répéter, il cite d'ailleurs cette phrase attribuée à Paganini. Alors que cette répartie soit vraie ou fausse, elle en dit long sur la popularité du musicien jusqu'à nos jours. Paganini, le maître violoniste, à son nom et même à la phonétique de son nom, je trouve Paganini, on entend aussitôt une harmonie enlevée, un rythme efficace et des notes qui dansent presto sur un violon énergique. Et la vie de Paganini est à l'image de sa musique, pleine de rebondissements et d'impétuosité. J'ai la grande joie de recevoir aujourd'hui Laure d'Autriche. Bonjour. Bonjour. Laure d'Autriche, vous avez écrit des biographies de musiciens. Vous êtes également journaliste et vous venez aujourd'hui de publier aux éditions Talendier une biographie de ce grand maître italien, le violoniste du diable. Paganini, le violoniste du diable. Une première question, pourquoi l'appelle-t-on le violoniste du diable ? Alors, Paganini, c'est le musicien que tout le monde redoute lors des concours, c'est excessivement difficile à jouer, très rapide, très enlevé. Est-ce qu'on l'appelle comme ça pour sa musique, pour sa manière de jouer ou pour son physique ? Eh bien, pour les deux, en vérité. Pour sa manière de jouer, évidemment, parce que lorsqu'il se produit sur les scènes de musique, dans les théâtres, il crée chez les auditeurs une réaction tout à fait étonnante, tout à fait nouvelle. Il révolutionne la manière de jouer du violon. Et puis aussi pour son physique, parce qu'effectivement, il avait un physique tout à fait surprenant. C'est un homme grand, squelettique, qui a de longs cheveux noirs qui lui tombent sur les épaules, des doigts très longs. Il est, on le dira plus tard, atteint du syndrome de Marfan, qui est une maladie assez handicapante la plupart du temps, il y a des douleurs en général au niveau des os en particulier, mais Paganini, lui, ne ressent pas vraiment de douleur. Il a plutôt les avantages de ce syndrome, le syndrome de Marfan, c'est-à-dire qu'il a des longs doigts élastiques, ce qui lui permet aussi de faire de grands écarts entre les doigts, j'allais dire, de dépasser ses propres limites, et aussi, on le voit dans ses partitions, il y a parfois des choses totalement injouables ou extrêmement difficiles à jouer, et c'était là aussi un challenge qu'il s'était fixé, donc violoniste du diable, pour ces deux raisons, à la fois l'aspect physique et puis l'aspect musical. Cette réputation, elle a couru toute sa vie, puisque Paganini n'a pas eu le droit à une sépulture catholique, et on dit même qu'autour de son corps, des démons dansaient alors. C'est vrai, et c'est assez étonnant. En fait, la légende va au-delà même de la vie de Paganini. Il meurt dans la ville de Nice en 1840. Nice, qui à l'époque est une ville italienne. Et effectivement, les gens qui savaient que Paganini habitait ici dans un petit appartement se signaient en passant devant l'appartement. Il faisait aussi assez peur. On a estimé finalement, à peu près au milieu de sa carrière, il ne pouvait pas jouer comme il jouait sans avoir vendu son âme au diable en échange de pouvoirs musicaux surnaturels. Et justement, il est lié à partir de ce moment-là au diable, et au moment où il meurt, eh bien l'évêque, les chrétiens de la région de Nice ne veulent pas qu'il puisse être enterré dans un cimetière. Son corps va
va être transporté pendant des années d'un endroit à l'autre, caché par l'un de ses amis, caché par son propre fils, Achille, qui va se battre pendant plus de 30 ans pour qu'il puisse être enterré dignement. Mais oui, pendant des années, finalement, au visage de Paganini sera associée l'image du démon et de quelqu'un aussi qui surprend, mais dont on a peur. Et d'ailleurs, il fait peur même quand il est tout jeune, parce que il commence à jouer dans les églises et avec ses pirouettes musicales, ces choses qu'on n'a jamais entendues dans une église. Eh bien, le clergé, les prêtres n'apprécient pas du tout. Mais comment peut-on jouer une telle musique dans un lieu aussi majestueux, aussi symbolique, aussi solennel qu'une église? Et voilà, c'est une image qui toute sa vie va le poursuivre. Au début, il sera un peu d'ailleurs déconcerté. Il se dit mais non, je n'ai pas vendu mon âme au diable. Tout ça, c'est du travail, etc. Et puis finalement, il va s'accommoder de ce qu'on dira de lui, parce qu'il voit aussi que ça sert son image et que ce côté mystérieux participe aussi à créer un fantasme, à faire de lui un personnage hors du commun. Oui, vous expliquez bien que c'est une véritable rockstar en fait. Paganini, c'est une star et il a ses fans. Tout à fait, et rockstar, c'est le mot effectivement que j'ai choisi pour le livre, parce que à l'époque, il fait l'effet d'une rockstar. C'est la première rockstar de la musique classique, le premier personnage qui arrive à rassembler autour de lui les aristocrates, la bourgeoisie, les classes populaires, des paysans qui viennent faire des heures de route pour aller l'écouter, parce que il a la bonne idée, non pas de jouer uniquement pour les gens qui connaissent la musique, mais d'adapter sa musique à ceux qui ne savent pas lire des partitions. Et pour ce public-là, il se met à imiter le cri des animaux, le cri de l'âne, la poule, le chat qui miaule, et tout ça avec son archet. Et bien sûr, ça fait rire le public qui comprend immédiatement, qui peut comprendre la référence. Et ça, c'est aussi très important, et c'est ce qui fait de Paganini une rockstar. Dans chaque ville où il va passer, quand il va faire sa grande tournée européenne, de Berlin à Paris, à Londres, eh bien les salles seront pleines, totalement pleines. Et la diversité du public qu'il a et qui vient le voir fait qu'il est la première rockstar. Avant lui, bien sûr, il y a eu des gens qui ont attiré l'attention, des compositeurs comme Mozart, comme Beethoven. Le jeune Mozart a été un enfant prodige qui a subjugué tout le monde. Mais ça s'est arrêté quand il est devenu adulte et il a eu plus de mal, Mozart, à exister, à faire connaître son travail, à faire jouer sa musique. Alors que Paganini, vraiment, a un succès fou durant presque toute sa carrière. Et après lui, il y aura le pianiste Franz Liszt qui sera, j'allais dire, dans le même esprit, qui sera cette espèce de talent tout seul à son piano sur scène, et puis ensuite des chanteurs d'opéra comme la Malibran. Mais tout ça, ça vient après Paganini. Paganini est vraiment le premier à drainer autour de lui ce public et à avoir cette énergie autour d'un seul personnage, c'est Paganini. Alors vous l'avez évoqué, donc comme Mozart, Paganini, il naît dans une famille de musiciens, il commence à apprendre la musique avec son père. Il commence à apprendre la musique avec son père, oui. Il commence par la mandoline quand il a 5 ans. C'est son père qui joue de la mandoline. Alors, il connaît la musique, son père, mais la famille est modeste. Hein. Son père travaille dans le port, juste à côté, donc dans la ville de Gênes, où Paganini est né. Sa mère ne travaille pas, elle est même analphabète, elle s'occupe des enfants. Et Paganini commence effectivement par la mandoline lorsqu'il a 5 ans. Il découvre l'instrument, il aime mettre ses doigts sur les cordes, pincer les cordes. Il a vraiment de l'oreille. Et son père lui met un violon entre les mains à l'âge de 7 ans. Et c'est vrai que c'est là qu'on peut dire aussi que c'est un enfant prodige, parce qu'il a un rapport au son qui est tout à fait étonnant. Lorsqu'il va à l'église avec sa mère et qu'il entend le son de l'orgue, il se met à pleurer.
Il essaie de reproduire les mélodies qu'il a entendues à l'église ou les bruits, les musiques qu'il entend dans la rue. Et très vite, même si son père lui le confie à des professeurs, eh bien, les différents professeurs, à l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, sont dépassés par Paganini, qui progresse, qui est finalement autodidacte aussi, qui progresse extrêmement vite, qui ne suit pas tout ce que ses professeurs lui disent. Il change la façon dont il tient le violon, parce qu'il estime que c'est plus pratique de le tenir de façon plus basse, que les muscles vont être plus détendus. Et finalement, de professeur en professeur, il réussit à créer sa propre voie, son propre chemin, et sa façon qu'il a de jouer est totalement unique. Et ça se révèle déjà lorsqu'il a 9-10 ans, lorsqu'un mécène commence à le faire jouer sur des scènes en concert. Et là, il voit que déjà, il y a une attention tout à fait particulière du public lorsqu'il voit ce petit garçon jouer du violon. Alors, il y a un épisode que vous racontez et vous tenez à vraiment souligner l'importance du violon de Paganini, puisqu'on ne peut pas comprendre Paganini sans son violon. Comment est-ce qu'il rencontre son meilleur ami ? Ah oui, son violon, c'est vraiment... oui, c'est ça, c'est son meilleur ami, c'est son compagnon. Il le rencontre finalement assez jeune, parce que c'est en 1802, il est au tout début de sa carrière. Alors, on n'est pas complètement certain de l'histoire qui permet d'expliquer comment Paganini a eu ce violon entre les mains, mais ce qui semble le plus probable, c'est qu'un soir, Paganini devait donner un concert et il n'avait pas d'instrument parce qu'il avait été obligé de le mettre en gage après avoir perdu au jeu. Et il se retrouve sans instrument. Un mécène lui prête un violon pour le concert. Paganini joue sur ce violon qui sonne magnifiquement. Et à la fin du concert, lorsqu'il veut redonner le violon au mécène, le mécène lui dit non, jouez avec cet instrument, je vous le donne, il ne sera jamais mieux joué que par vous. Et ce violon, il se trouve que c'est un Guarnerius, un violon italien de la même époque que Stradivarius, qui a un son un peu différent, mais qui est un violon d'une aussi belle qualité que Stradivarius. Aujourd'hui, dans le monde, il reste environ 200 Guarnerius et 600 Stradivarius. Et Paganini, en fait... va adorer cet instrument parce que il a la particularité de sonner d'une manière extrêmement puissante. Et d'ailleurs, ce violon, chacun peut le voir aujourd'hui dans la ville de Gênes, à la mairie de Gênes. Il est conservé sous vitrine et donc gratuitement, on peut aller à la mairie et observer ce violon que Paganini a légué à la ville de Gênes dans son testament. Donc ce violon, il a la particularité d'être extrêmement puissant, de donner un son très dense, là où parfois les Stradivarius ont plutôt un son clair, un son brillant. Bon, ça reste évidemment des violons d'une qualité fantastique, mais si on essaie de dissocier un petit peu les deux, ce serait ça. Et ce Guarnerius va effectivement devenir le compagnon de sa vie, cet instrument avec lequel il va donner tous ses concerts. Il jouera toujours sur ce violon. Sur ce violon qui est très beau, qui est aujourd'hui un peu abîmé par le temps et très peu joué, mais joué encore parfois par quelques privilégiés qui sont des jeunes violonistes qui gagnent des concours internationaux, en particulier le concours Paganini de violon. En général, le lauréat a le droit, a le privilège de jouer ce violon de Paganini pendant quelques heures seulement, mais il est gardé comme un trésor par la ville de Gênes, et les rares fois où il quitte la ville, eh bien, c'est comme un déplacement de chef d'État. Il y a des dizaines de personnes qui surveillent l'instrument et qui le suivent et qui ne le quittent pas des yeux. Laure d'Autriche, comment est-ce que vous définiriez la musique de Paganini ? Est-ce qu'elle modernise la manière de jouer du violon ? Je dirais que oui.
C'est une musique tout à fait moderne pour l'époque. Alors bien sûr, il y a l'aspect virtuosité. Quand on pense à Paganini, on pense à ses pirouettes musicales, ces notes qui se succèdent, cet archet qui virevolte. Bien sûr, c'est ça Paganini. Et d'un point de vue technique, il introduit des choses totalement nouvelles. Par exemple, le fait de faire des pizzicati, de pincer les cordes, non pas avec la main droite qui tient l'archet, mais avec la main gauche, où normalement se posent les doigts sur la touche pour créer les notes. Et Paganini, pendant qu'un doigt est posé sur la touche pour faire une note, il utilise un autre doigt qui, lui, va pincer la corde pour créer un son étrange à la fois entre le violon et la guitare. Donc d'un point de vue technique, il introduit des choses nouvelles. Mais la mélodie chez Paganini, ce que j'ai voulu aussi raconter, est vraiment très belle. Pour moi, il a aussi créé, parce qu'il est violoniste, mais il est aussi compositeur, il a composé beaucoup d'œuvres, en particulier pour le violon, mais aussi pour orchestre, pour guitare, des œuvres aussi de musique de chambre, des quatuors. Dans sa musique, la mélodie, la façon de créer la musique est tout à fait belle. On est dans une époque où le bel canto, l'opéra italien est au firmament. Les œuvres de Rossini sont extrêmement jouées. Verdi arrivera un petit peu plus tard. Et donc Paganini, d'une certaine façon, avec son violon, recrée ces voix d'opéra qui impressionnent le public, qui nous emmènent dans un monde enchanté. Et avec son violon, il arrive aussi à faire ça. Et c'est ce que je voulais montrer, c'est-à-dire que chez Paganini, il n'y a pas une virtuosité artificielle. Tout a un sens derrière quelque chose de virtuose. Vous allez avoir une mélodie vraiment poignante qui va être accompagnée uniquement par un tapis de cordes, par l'orchestre très subtil. Bien sûr, Paganini n'est pas un compositeur du niveau de Mozart ou d'autres, mais il reste quand même un bon compositeur à mon avis dans la façon dont il réussit à équilibrer l'orchestre. Bien sûr, il met sur le devant de la scène le violon qui est toujours là devant, mais dans sa façon de composer aussi pour l'orchestre. Et quand on écoute ses concertos pour violon, par exemple la Campanella, c'est très beau. C'est vraiment, on est dans le romantisme pur, ce début de 19e siècle, cet opéra, on a presque un opéra qui est devant nos yeux, simplement il n'y a pas de voix, c'est uniquement un violon avec un orchestre. Alors Paganini vous l'expliquez très bien, est un musicien qui refuse de ne dépendre que d'un seul maître, donc il va entreprendre un tour de l'Europe. C'est ça qui est fascinant dans votre ouvrage, c'est qu'on le voit à l'œuvre dans les grandes villes d'Europe. Quel a été son succès à Paris ? Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup voyagé et comme il était indépendant, même si au départ il a travaillé pour la sœur de Napoléon et puis un peu plus tard pour l'ex-impératrice des Français Marie-Louise, au bout de quelques années, il a voulu se séparer et suivre son propre chemin. À Paris, il a eu un succès immense. Il arrive à Paris en 1831. C'est lors de cette fameuse tournée européenne qui le mènera aussi à Londres, à Berlin. Mais à Paris, c'était son rêve de venir à Paris, de venir se montrer ici. Il a une réputation qui le précède. Il n'est même pas arrivé que déjà les journaux parlent de lui. Du grand maître Paganini qui arrive ici, il va jouer en particulier à l'Opéra Garnier et le succès est immense. Il y a dans la salle lors du premier concert tous les grands noms de l'époque, compositeurs, écrivains. Vous avez Rossini, Meyerbeer, Alexandre Dumas, Victor Hugo, tout ce qui compte en France à l'époque est ce soir-là dans la salle pour entendre Paganini. Sa virtuosité, cet homme qu'il ne faut pas rater. C'est vraiment le concert qu'il ne faut pas rater. Il va avoir un énorme succès, il va rester en France pendant 3 mois lors de cette année 1831. Et puis Paganini revient l'année d'après, en 1832. Pour redonner des concerts encore. Paris subit alors un choléra très important.
qui évidemment tue beaucoup à cette époque, mais lui prend pas mal de distance avec ce qui se passe à Paris à cette époque-là. Il donne ses concerts, il donne aussi des concerts de charité, beaucoup. On le sollicite pour apporter son soutien à telle ou telle cause, ce qu'il fait la plupart du temps bien volontiers. S'il est quand même généreux, même si certains écrits le font passer pour quelqu'un d'arrogant, c'est plutôt un homme généreux. Simplement, il était parfois submergé de demandes et il pouvait pas satisfaire toutes les demandes. Mais oui, son séjour à Paris sera vraiment un tournant dans sa carrière. Et lors de cette année, d'ailleurs, 1832, la deuxième fois qu'il revient à Paris, il y a dans la salle un jeune pianiste qui n'est pas encore très connu, qui s'appelle Franz Liszt, qui sera le grand pianiste et compositeur qui se révélera quelques années plus tard. Et Franz Liszt, lorsqu'il entend Paganini, est subjugué. C'est le grand choc de sa vie. Il l'écrira lui-même, il le dira lui-même. Et il voudra essayer de retranscrire ce que Paganini a fait au violon, au piano. Au piano, il se dit que la virtuosité peut en fait ouvrir des portes énormes et que la virtuosité est bien plus que ce qu'on veut bien dire. Et il rendra hommage dans sa musique à Paganini, comme le fera aussi Chopin, qui sera subjugué, qui aura les larmes aux yeux en écoutant Paganini en concert et qui s'inspirera de Paganini, notamment quand il va écrire ses études pour piano. Donc c'est vrai que il ne laisse personne indifférent, Paganini, à Paris comme dans les autres villes où il se produit. Ce qui est fascinant dans votre ouvrage, c'est qu'on croise tous les autres grands artistes du temps de Paganini. Vous racontez un petit peu la relation qu'il a avec Berlioz, et ça m'amène à un autre point. En fait, il faut bien imaginer que Paganini n'est pas un artiste maudit qui vit dans une mansarde. C'est quelqu'un qui réussit, qui est connu, et en fait qui s'en sort très bien financièrement. Tout à fait. Il s'en sort très bien. Il est très riche. Très riche. Il est aussi un vrai businessman, on pourrait dire, parce que lorsqu'il voit que le succès est là, il lui arrive, la veille du concert, de doubler le prix des places de concert. Ce qui, évidemment, ne fait pas que des heureux dans le public. Et il se met aussi des gens à dos pour cette raison, parce que il a l'appât du gain. Il veut accumuler toujours plus. Il est très riche. Dans chaque ville où il passe, Berlin, Vienne, Paris, il met de l'argent à la banque, des lingots d'or à la banque. Il ne sait pas vraiment quoi faire de son argent. C'est vrai que ça n'est pas un artiste maudit, mais ça n'est pas non plus un artiste qui va profiter de l'argent qu'il a. Finalement, il vit assez modestement au quotidien. Il ne fait pas comme Mozart qui s'achetait des souliers, des carrosses, des vêtements. Paganini vit avec peu de choses. Il est souvent habillé d'une façon très modeste, souvent en noir. Il a son instrument, bon, c'est un fait, mais c'est pas quelqu'un qui a un train de vie énorme. Et simplement, il va commencer à faire du business d'instruments vers la fin de sa vie, mais à la toute fin de sa vie, lorsque il sera malade, qu'il ne peut plus vraiment jouer sur scène, il décide d'acheter des instruments, d'aller chercher ici et là des instruments pour agrandir sa collection. Là, il va dépenser un peu pour cette raison, mais sinon c'est un personnage étonnant pour ça aussi, quelqu'un de très riche qui a un succès énorme, mais ça ne change pas pour autant sa vie quotidienne, et c'est l'art qu'il met au-dessus de tout. Et d'ailleurs, vous évoquiez Berlioz. C'est vrai que Paganini va, vers la fin de sa vie, donner une grosse somme d'argent à Berlioz, qui, lui, vit à ce moment-là dans la misère. Et cet argent va permettre à Berlioz d'écrire une de ses œuvres les plus fameuses, Roméo et Juliette. Donc c'est vrai qu'il met l'art quand même au-dessus de tout, Paganini.
Alors j'imagine que lorsqu'on écoute Paganini, c'est assez compliqué de retranscrire la partition. Lui, Paganini, comment est-ce qu'il envisage la publication de sa musique ? Alors ça, c'est un point intéressant parce que il veut quand même préserver son secret. Paganini estime que il est et puis c'est vrai d'ailleurs, il est le seul à composer comme il compose, il est le seul à jouer comme il joue, il est le seul capable de ces pirouettes musicales, et c'est vrai aussi, même si certains violonistes vont s'en inspirer, il est quand même unique à cette époque. Et sa musique, eh bien, il la garde aussi comme un trésor. Il fait publier les 24 caprices pour violon en 1820 parce que il veut s'en servir comme d'une carte de visite dans les villes qu'il fréquente pour montrer ce dont il est capable. Mais sinon, sa musique, il ne court pas après la publication, l'impression de sa musique, parce que il ne veut pas qu'on lui vole une partie de son talent. Et d'ailleurs, quand il joue avec des orchestres en concert, donc il arrive pour la répétition, il y a sans doute une répétition de 2 ou 3 heures, et puis le concert le soir même ou le lendemain, et Paganini distribue lui-même la partition aux musiciens de l'orchestre, et une fois que la répétition est terminée, il récupère la partition et il la remet dans son sac. Il faut surtout pas laisser sa musique dans les mains de quelqu'un qui pourrait s'empresser de la recopier. Et puis aussi, même sur son propre talent, Paganini le réserve au public. Durant les répétitions avec l'orchestre, il commence en général, il joue un petit peu, très légèrement, quelques notes, et puis ensuite il se tourne vers l'orchestre et puis il dit etc. messieurs. Sous-entendu, je ne vais pas tout vous jouer maintenant. Le clou du spectacle sera pour ce soir et pour le public. Donc, sa musique finalement est imprimée au fur et à mesure, mais la plupart du temps, ça prendra quand même beaucoup de temps. Et même si bien sûr, c'est aussi l'impression de certaines de ses œuvres qui le fait connaître et qui fait que dans certaines villes où il passe, et en particulier à Paris, certains ont déjà entendu parler de lui parce que sa musique a été imprimée, et donc on voit un peu à quoi il ressemble. Alors ce qu'on sait un petit peu moins, mais ce que vous expliquez très bien dans votre ouvrage, c'est que Paganini était chef d'orchestre vers la fin de sa vie. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, et j'ai fait quelques recherches là-dessus. Je voulais vraiment mettre l'accent sur cet aspect du personnage qui, comme on le disait tout à l'heure, est autodidacte, et c'était le cas aussi en tant que chef d'orchestre. Il devient chef d'orchestre à la toute fin de sa vie dans la ville de Parme. C'est l'orchestre de Marie-Louise, l'ex-impératrice des Français, qui a besoin d'un chef pour restaurer l'image de son orchestre, et elle a la bonne idée de faire appel à Paganini pour cela, parce qu'il est très connu, parce qu'il est violoniste. Paganini n'a aucune formation finalement comme chef d'orchestre, mais il a tellement observé parfois les chefs, sans doute comme Berlioz, ou certains chefs d'orchestre, même si lui souvent était lui-même son propre chef, c'est-à-dire que vous aviez juste l'orchestre et Paganini qui jouait du violon et qui communiquait avec l'orchestre. Il a observé durant sa carrière comment dirigeaient les chefs, et puis il a une telle exigence, une telle discipline dans sa façon de jouer du violon que lorsqu'il arrive devant ce nouvel orchestre, il fait changer les coups d'archet, il fait changer les doigts qu'on utilise pour jouer telle ou telle œuvre, en disant si vous mettez ce doigt-là, vous allez voir, ce sera plus pratique que d'utiliser ce doigt-là. Donc il est pragmatique, Paganini. Il est pragmatique, mais il est aussi très exigeant, et lorsqu'il arrive dans cet orchestre, il décide de refaire passer une audition à tous les musiciens et de virer ceux qui ne sont pas au niveau. Et c'est là aussi le côté autoritaire de Paganini qui est réel. Il se permet de mettre à l'écart des musiciens qui sont pourtant dans l'orchestre depuis des années. Il veut faire un petit peu ce qu'il a envie, recruter ses propres musiciens. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et au bout de quelques mois, eh bien,
à cause des plaintes des uns et des autres, de l'administrateur qui se demande pourquoi on ne se réfère pas à lui pour telle ou telle décision. Eh bien, Marie-Louise va être obligée de se séparer de Paganini, plutôt pour des raisons d'ailleurs administratives, on va dire. Ce qui fait un peu mal au cœur, parce qu'on imagine ce qu'aurait pu devenir cet orchestre en travaillant avec Paganini pendant quelques années. Sans doute, il aurait pu atteindre un niveau spectaculaire, parce que comme pour le violon, il avait quand même, il avait une intuition extrêmement forte, et il a été un bon chef d'orchestre. Un homme caractériel qui n'était pas aimé de tous, mais heureusement qu'il avait des amis, heureusement pour vous, Lord d'Autriche, ce qui vous a permis d'écrire cette biographie, puisqu'il reste une correspondance de Paganini aujourd'hui. Oui, une correspondance très intéressante et très complète avec Germi, qui est l'avocat de Paganini. Et effectivement, c'est une source, comme souvent, très importante pour connaître sa vie quotidienne, ses états d'âme, ce qu'il avait envie de faire, l'argent qu'il a gagné. Alors c'est particulier quand même parce que il a des amis, mais il est plus souvent, Paganini, en demande de contact avec certains amis, et parfois en retour, eux sont plutôt froids. Et c'est vrai qu'avec Germi, par exemple, là où Paganini lui écrit des mots très très enlevés, mon très cher ami, on sent beaucoup d'affection, une volonté de contact, même à distance avec lui. La solitude lui pèse aussi souvent à Paganini, et on sent dans sa correspondance que il a besoin de sentir un amour extérieur. Mais Germi, lui, souvent, cet ami avocat, lui répondra d'une façon très pragmatique, avec des mots d'avocat, avec une certaine distance qu'on sent aussi dans la correspondance. On a l'impression finalement que l'amitié, encore qu'ils ne se croisent pas très souvent, ils se parlent plutôt qu'autre chose par lettres, on sent que l'amitié est quand même déséquilibrée. Et c'est le cas aussi avec les femmes qui vont entourer Paganini. Paganini est quand même un don Juan, si on veut. Il aime accumuler les conquêtes, et même lorsqu'il a l'impression d'être amoureux, qu'il dit dans ses lettres qu'il a envie de se marier, quelques semaines plus tard, finalement, l'idée lui est passée, et puis il abandonne la jeune fille qui n'a plus que ses yeux pour pleurer, et c'est aussi ça, Paganini, quelqu'un qui est assez particulier dans ses contacts. Il sera marié quand même une fois, il aura un fils, mais c'est vrai qu'avec les femmes, elles sont plus souvent, j'allais dire, des proies que des amoureuses pour lui. Une dernière question, Lord d'Autriche. En plus de la correspondance, les articles de journaux concernant Paganini sont une source pour écrire sa vie, mais on imagine la difficulté de faire la part des choses entre la rumeur et la réalité. Ça, c'est très vrai, parce que la légende chez Paganini a souvent dépassé la réalité. Le fait qu'on le prenne pour le diable, pour une réincarnation du diable, qu'on raconte que c'est en prison parce qu'il a fait 8 jours de prison pour une histoire de mœurs. On raconte qu'en prison, il a appris à jouer sur une seule corde, et que c'est là qu'est venu son talent. Enfin, on raconte vraiment tout et n'importe quoi à l'époque sur Paganini. Les journaux relaient ça aussi. Et c'est vrai que c'est ça qui a été difficile, c'est de ne pas tout prendre pour argent comptant, d'essayer de vérifier autant que possible, 200 ans après, ce qui s'était vraiment passé, quel argent il a vraiment gagné ce jour-là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais finalement
Les journaux se délectent énormément de toutes ces histoires, des ragots, on parle de ses maîtresses, bon, et les journaux vraiment de l'époque, oui, il y a autant de choses vraies que de choses fausses dans les articles qui sont écrits à ce moment-là. Mais ce qui a été intéressant aussi, c'était les retranscriptions de concerts, les comptes rendus de concerts, où là, on voit vraiment l'effet que créait Paganini chez le public. Des gens s'évanouissaient en entendant sa musique, en entendant certaines notes assez cristallines qu'il arrivait à créer. Donc oui, il a fallu démêler le vrai du faux dans la presse de l'époque. Merci beaucoup, Laure d'Autriche, d'avoir répondu à nos questions. Donc, chers auditeurs, Laure d'Autriche vient de publier une biographie de Paganini, le violoniste du diable, grâce à de nombreuses sources. Mais j'aimerais préciser que vous êtes musicienne, violoniste, donc vous êtes particulièrement à même de nous décrire à la fois la musique et à la fois le parcours fascinant de ce violoniste virtuose. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité, et à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.